Bonjour et bienvenue dans Big Boss. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une entreprise familiale fondée juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946. Iris, c'est une entreprise spécialisée dans le nettoyage de bureaux, mais pas seulement, comme nous allons le découvrir avec vous, Patrick Janssens. Bienvenue. Bonjour Marie-Noël. Vous êtes l'administrateur délégué d'Iris et Iris, à l'origine, à sa naissance, c'est plutôt une entreprise spécialisée dans le traitement des peintures anti-corrosion. Alors absolument, c'était à l'origine une société qu'on appelle de peinture industrielle, donc qui vise à protéger les surfaces métalliques contre la corrosion. Et en l'occurrence, le début de l'entreprise, c'était à Bruxelles, c'était en fait à l'époque une division de Gazélec, qui est un ancêtre de l'Electrabel, et qui a été filialisée. Et puis ma famille est entrée dedans plus tard, comme actionnaire majoritaire. Et vous deviez repeindre à ce moment-là le matériel de Gazélec ? Alors les installations de production et de distribution, de transport d'électricité et de gaz. Très bien. Et donc vous le dites, c'est une histoire de famille. Comment est-ce qu'Iris est devenue une histoire de famille en quelques mots ? Alors en fait, c'est un petit peu, je pense, le hasard. Il se trouve que mon père était au Congo belge. Il dirigeait une exploitation forestière et ma mère n'a pas supporté le Congo. Et alors ils sont rentrés d'Ardar en Belgique, et pour des raisons évidemment plutôt de santé, ils sont rentrés en Belgique, et alors ils ont cherché une entreprise à reprendre, et il se trouve que mon père et sa belle famille, les Urstrassen, ont investi dans cette société qui venait d'être créée par Gazélec et par les administrateurs indépendants de Gazélec, qui avaient donc filialisé cette cellule, cette entreprise, cette division qui fait la peinture industrielle. À ce moment-là, on est dans les années 50 alors 56. Quand vous reprenez. En 56. Vous êtes le boss du jour, mais on a aussi l'expert du jour avec nous. Simon Souris, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Écho. L'Écho qui a d'ailleurs nominé l'entreprise Iris dans les entreprises de l'année. C'est une entreprise qui est vraiment intéressante, qui a fait des mouvements intéressants ces dernières années. Oui, qui est parvenue à se démarquer malgré les homonymes, Patrick Janssens. Oui. Quand on emploie le mot Iris, on a envie de penser en tant que téléspectateur ici de BX1, mais au groupe d'hôpitaux publics bruxellois, ou alors pour les férus d'actualité économique, peut-être à la société néo-louvaniste spécialisée dans la reconnaissance optique des documents qui était rachetée par Canon. Pourtant, dans votre niche, vous êtes un nom établi, un nom connu, et pas uniquement dans la peinture anti-corrosion. En effet, à côté de ce métier, vous êtes aussi dans le nettoyage de bureaux, dans l'installation et l'entretien en matière de chauffage, de climatisation et de ventilateurs, et aussi dans l'entretien d'espaces verts, où je pense, vous avez un œil sur les plus de 1000 plantes qui sont au sein du Parlement européen. Avec une question, 4 métiers, c'est assez ? Alors 4 métiers, c'est un énorme challenge, c'est un défi technique, parce qu'en fait ce sont des commissions paritaires différentes, ce sont des technologies, des techniques différentes, et donc le fait d'harmoniser tout ça pour créer une offre de service qui est cohérente, c'est effectivement un sacré challenge. On va en parler dans cette émission, mais avant tout, on a envie de faire connaissance un petit peu avec vous, l'homme, le chef d'entreprise. C'est notre petite séquence dans le bureau du boss, on regarde, on en parle juste après. Bienvenue dans le bureau du Big Boss d'Iris, un bureau tout blanc et très vintage à l'image de cette lampe. Alors, on est amateur de design, une petite photo quand même de famille. Juste à vos côtés, il y a quelqu'un qui semble veiller sur vous. C'est votre papa. Rappelons-le, Iris, c'est une histoire de famille. Alors, il n'y a pas véritablement de bibliothèque dans le bureau, à moins qu'elle soit bien cachée, mais quelques livres traînent et il y en a un qui attire notre attention, Work Alcoolique. Alors, c'est votre cas ? Très peu de tableaux dans le bureau de Patrick Janssens, mais il y en a un, noir et blanc, avec le symbole de l'iris. Forcément, quand on s'appelle Iris, ça paraît évident. Quelques objets de décoration quand même dans ce bureau. Il y a notamment un award, un prix décerné en 2016, vous nous direz à quelle occasion. Et puis visiblement, vous aimez bien Tintin. Il y a quelques figurines de On a marché sur la Lune. Alors, tintinophile ? Alors comme dans tous les bureaux de boss qui se respectent, il y a la petite table de réunion. Et puis juste à côté, des photos intrigantes. Clairement, on le voit ici, James Bond, déguisement à gogo. Chez Iris, on aime faire la fête. Alors voilà, vous aimez vous déguiser, monsieur Janssens ? Alors oui, en fait, j'y ai pris goût, parce qu'à chaque fois qu'on fait une fête d'entreprise, il y a un thème, et alors on s'articule autour du thème et on rigole bien. Les fêtes d'entreprise, c'est important pour la cohésion de l'équipe. C'est super important. Ouais. C'est super important, et malheureusement avec le Covid, voilà. Oui, vous avez dû
Voilà. Vous en passez pendant quelques années. Alors, il y a la photo de votre papa qui est vraiment juste à côté de vous. C'est quelqu'un, évidemment, qui a compté pour vous. Quand vous reprenez le flambeau de l'entreprise, vous êtes tout jeune. Et puis, sa disparition, elle est un peu inopinée. Vous avez 31 ans. C'était vraiment pourtant... Voilà, vous aviez formé un duo vraiment très, très important dans l'entreprise. Comment ça se passe quand on reprend l'entreprise et que son papa vous quitte comme ça trop tôt? Est-ce que ça a été un moment difficile? Alors c'est un moment où on se dit après coup comment est-ce qu'on a pu faire, comment est-ce que j'y suis arrivé. Et c'est vrai que c'est par la force des choses assez surprenant parce qu'il est mort de manière assez inopinée avec une maladie qu'il a emportée très vite. Et donc je pense qu'il y a eu une mobilisation du personnel par rapport à mon rôle, par rapport à ma position, et tous m'ont soutenu dans un moment qui était évidemment extrêmement sensible et extrêmement important pour l'entreprise. Donc ça a été vraiment un moment difficile, mais en même temps fédérateur pour l'entreprise. Et puis vous m'avez dit, vous avez quand même pu lui montrer un fameux contrat que vous avez décroché. C'était le premier en tant qu'administrateur délégué. Voilà, alors ça c'est une très belle histoire. Il se trouve que on était en un appel d'offres pour l'État hollandais, pour l'administration des voies hydrauliques hollandaises, dans la partie peinture industrielle, donc on a évoqué tout à l'heure. Et il se trouve que c'était un contrat majeur sur le plan Delta, donc de protection anti-corrosion des installations de barrages anti-tempête sur l'Escaut oriental. Et c'est un contrat, sans doute un de ces contrats uniques en Europe. Et donc on a gagné cet appel d'offres et j'ai pu lui annoncer, juste avant sa disparition, qu'on avait gagné ce très 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 beau contrat. Et vous étiez rentré dans l'entreprise et vous étiez la main à la pâte. Et puis on voit dans les images de votre bureau, on va revoir cette lampe. Est-ce que c'est aussi un héritage familial ? Absolument. Elle est là depuis des années. Elle est là depuis toujours. Et en fait, il se trouve que ma mère avait un commerce dans Avenue Louise qui s'appelait Tanit. Et c'était des meubles contemporains. C'était assez avant-gardiste à l'époque. C'était toute une époque 70s avec tous des designers de l'époque. Et voilà. Ça, et vous êtes fan. Voilà. Enfin, en tout cas, cette lampe... c'est un héritage, en tout cas, important. Dernière petite question, tintinophile, vous êtes amateur d'Hergé ? Alors, amateur, je ne peux pas dire que ce soit... Mais évidemment, ça a bercé mon enfance et voilà, c'est imprégné, c'est dans mes gènes. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est dans le VGN aussi, c'est votre entreprise, évidemment. Sans plus tarder, on va la découvrir. On rappelle que le siège social d'Iris est installé à Evere depuis une quinzaine d'années. Avant cela, vous étiez à Schaerbeek, donc bien ancré dans le tissu bruxellois. Mais votre activité, évidemment, elle se déroule surtout en dehors du site, à travers tout le pays, avec vos équipes qui doivent gérer des dizaines de chantiers, des milliers de chantiers. Avec Frédéric Dehaenau, nous avons suivi quelques-unes d'entre elles sur le terrain bruxellois, bien sûr. On regarde. Ce matin-là, dans les couloirs de l'hôpital Delta, un drôle d'engin circule. Bonjour, je suis désolée, mais vous êtes sur mon passage. Vous pourriez vous décaler, s'il vous plaît ? Dernière acquisition de l'entreprise Iris en charge du nettoyage de l'hôpital, cette autolaveuse est en contact permanent avec Constantin. Il faut de la maintenance et en fait, quand il arrive moitié de sa zone, tu reçois un email, un message comme quoi qu'il a besoin que tu dois lui nettoyer le raclé, vérifier s'il n'a pas aspiré par exemple des papiers, des plastiques. Un robot capable de nettoyer 1400 mètres carrés par heure, mais Émilie, c'est son nom, ne prend la place de personne. Vous voyez, il y a quand même des grands couloirs, des grandes surfaces et ça nous permet de faire des autres tâches. D'autres tâches, comme ici, à l'unité de pédiatrie. Alejandra a démarré sa journée à 6h30 ce matin. Ici dans le service, j'ai 22 chambres à nettoyer. En plus, les bureaux, les toilettes du service. Il y a une petite cuisine, il y a une petite salle de jeu parce que c'est la pédiatrie. Et pour travailler en milieu hospitalier, les 60 membres de l'équipe de nettoyage ont été spécialement formés par une hygiéniste. Que ce soit au niveau de tout ce qui est infection et tout, notre personnel doit être préparé à cela. Également au niveau psychologique, notre personnel travaille pendant la présence des patients, quand il y a des opérations et tout. Donc on voit des choses quand même assez particulières. Donc ça c'est compliqué également. Au niveau organisation, là c'est très très compliqué puisqu'il n'y a pas de planning le matin. Et le planning se crée au fur et à mesure de la journée en fonction des entrées, des sorties, des opérations qui sont planifiées mais qui ne sont jamais respectées. Sur la capitale, Iris gère 3 hôpitaux et 6 polycliniques. Actuellement, 200 personnes travaillent au sein de la cellule hospitalière et rien n'est laissé au hasard. Ces machines à laver, par exemple, sont réservées au matériel d'Iris.
On approche les 3000 textiles pour les sols, 3000 lavettes de 2 couleurs, donc on n'est pas à 6000 lavettes chaque jour qui sont lavées ici dans les 4 machines derrière moi. Et l'entretien chez Iris passe aussi par le jardin. Désherbage, tonte ou encore aménagement, c'est Nicolas qui coordonne les chantiers. On a pour le moment un peu plus d'une trentaine d'ouvriers. Alors on est sur toute la Flandre, Bruxelles et dans la Wallonie. Et comme aujourd'hui, moi je vais passer sur 4 ou 5 chantiers facilement. Si le nettoyage est la plus grosse part du chiffre d'affaires d'Iris, l'entreprise se définit comme une société de services. Certains chantiers sont donc confiés aux handyman, une équipe de bricoleurs amenée à répondre à des demandes très variées. Aller réparer des linges, la sanitaire on fait aussi, nettoyer des terrasses. C'est tout à fait différent d'un client à l'autre. Un peu de tout aussi pour les équipes dédiées à l'office management. Du service d'accueil en passant par la préparation de salles de réunion, Iris a de plus en plus la volonté de toucher des clients multisites. Ce sont des tout gros bâtiments, mais ça peut être aussi des petites PME. Ça peut être des magasins. Ça veut dire qu'il peut y avoir des centaines de magasins ou de shops ou quoi que ce soit, mais éparpillés en Belgique. On va pouvoir proposer le même service partout. Si Iris a connu une croissance importante pendant la crise Covid, cette crise a aussi changé les habitudes de certains clients qui privilégient désormais le télétravail, un vrai défi. C'est un défi opérationnel parce qu'il va falloir être ultra flexible. Et puis ça va être un défi digital parce qu'il va falloir capter ces données en se disant s'il n'y a personne chez le client, il faut qu'on le sache. Donc il y a Internet of Things, il va y avoir des capteurs, il va y avoir des capteurs de présence, mais aussi des capteurs d'ouverture des portes pour savoir quand est-ce qu'on doit intervenir. Mais c'est un changement radical pour nous. Aujourd'hui, Iris, c'est 3200 membres du personnel répartis sur 12 sites en Belgique. Une fameuse équipe, Monsieur Janssens, que vous dirigez là. Alors, on l'a entendu dans le reportage, la crise Covid a été véritablement un tournant pour votre entreprise. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là pour vous? Alors, pour tout vous dire, donc au début, voilà, on a des indicateurs. On est le 14 mars et on apprend qu'il y a le confinement total. Et puis, on a très vite des indicateurs qui indiquent que dans les semaines qui suivent, on avait 1400 personnes qui étaient en chômage forcé, puisqu'à l'époque, il y avait le confinement. Et donc là, on se dit, c'est foutu. Enfin, je veux dire, l'année, voilà. Et il se trouve et je suis fier du reportage que vous avez fait et aussi des équipes, parce qu'en fait, tout le monde a réagi, tout le monde s'est mis au travail et on a tous été proches de nos clients pour comprendre quels étaient leurs besoins. Et il se trouve qu'on a eu tous les cas de figure. On a eu des clients qui ferment leurs entités, qui ferment leurs établissements. Il y a des clients qui, au contraire, demandent plus de prestations parce qu'ils veulent absolument garantir la sécurité et l'hygiène donc, dans ces établissements. On a eu des clients qui ont voulu réduire les prestations, mais continuer à prester. Donc on a eu tous les cas de figure et on a dû s'adapter de manière tailor-made à toutes les situations possibles et imaginables. Et en fait, on a saisi beaucoup d'opportunités qui sont présentées. Croissance voilà. alors. Finalement, on a eu une croissance. Elle est énorme à ce moment-là, elle est donc, record. Oui, c'était assez important parce qu'en fait, il y a eu évidemment toute la vague des désinfections. Et notamment pour des métiers super sensibles comme les transports en commun où il fallait absolument garantir pour les usagers un espace. La STIB vous a appelé en urgence. La STIB nous a appelé en urgence, je pourrais raconter l'anecdote tout à l'heure. Et il se trouve que voilà, on a pu déployer une force de frappe assez rapidement et on s'est tous mobilisés pour justement aider nos clients dans des situations, comme je l'expliquais, qui étaient très variées. Et on a réussi notre challenge. Donc 5% de croissance, c'est ça que vous avez au final aujourd'hui grâce ou à cause de cette pandémie? Alors, on a eu effectivement 5% de croissance, 5 à 6% de croissance au moment donc, de 2020 et de 2021. Ce qui en fait le meilleur exercice de votre histoire. Alors, en croissance, on a connu plus. Okay. On a connu beaucoup plus dans le passé. Mais en fait, en termes de rentabilité, on a eu donc beaucoup de possibilités de pouvoir dégager de la création de valeur dans des situations qui étaient complexes pour tout le monde. Par exemple, peut-être sur la STIB, pour que les gens comprennent bien, les téléspectateurs bruxellois, si en période de crise, ils ont pu voyager dans leur bus, dans leur tram, dans leur métro, sans attraper le Covid, parce que les infrastructures étaient nettoyées, désinfectées, c'est grâce à vous. Alors, naturellement, c'est grâce à la STIB d'abord. Et alors, évidemment, nous, on a joué un rôle important parce qu'il a fallu déployer presque en un week-end des centaines d'opérateurs pour pouvoir désinfecter le véhicule roulant, enfin les véhicules de la STIB. Là, on parlait en l'occurrence des bus et des métros, où il a fallu donc désinfecter une fois par jour
ces véhicules. Et alors, il fallait aussi mettre en place une gestion de ce déploiement de services avec la traçabilité qui devait s'accompagner. Et donc, on a dû déployer aussi en très peu de temps une app qui permettait de prouver à la STIP que le véhicule avait bien été désinfecté. Ce contrat-là, il est fini? Ce contrat-là, il est réduit. Mais bon, voilà, il n'est pas tout à fait fini, non. Par contre, vous avez aussi eu des coups durs, parce que les crises, évidemment, viennent avec leur lot de défis. Vous avez perdu la Commission européenne comme client, qui était un gros client, un gros contrat. Comment on compense ça? Comment on fait face alors que la situation était déjà compliquée? Alors, je dois avouer que, bon, comme vous l'avez compris, c'était un très 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 gros client, avec à peu près 400 personnes qui travaillent sur le chantier. Et il se trouve que on n'a même pas senti la disparition de ce client. Donc il se trouve qu'on a eu des opportunités commerciales en 2020-2021 qui ont fait que quelque part on n'a pas eu l'impact qu'on craignait avoir, c'est-à-dire une réduction quand même importante du chiffre d'affaires, donc de plus de 10 millions d'euros, pour impacter quelque part l'ensemble de la structure de l'entreprise. Et on n'a pas eu dans cette perte de contrat, c'est quoi? Que vous n'avez pas voulu jouer le prix le plus bas possible? Voilà, exactement. Donc il se trouve que la Commission européenne a fait un choix stratégique qui était de dire, voilà, c'est le prix qui compte. Avant, il y avait des critères qualitatifs et des critères économiques de prix. Et il se trouve qu'ils ont changé le cahier des charges. Et là, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais pour moi, il n'était pas question de ne pas atteindre un seuil de rentabilité, parce que qui dit seuil de rentabilité non atteint, ça veut dire que ça a un impact immédiatement sur la force des ouvriers qui sont sur le chantier, parce que ça veut dire qu'on va réclamer donc des rentabilités, de la productivité plus importante, et donc on met un stress. C'est une question de respect de vos équipes. Voilà. Et donc voilà. Et donc justement, là on a fait un choix, et il se trouve que c'est un concurrent tout à fait respectable qui a emporté le marché, et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu de la concurrence. Et la transition, elle est parfaite en fait, Simon, parce que l'Europe, on le sait, elle réduit ses surfaces de bureaux sur Bruxelles. Simon, vous avez choisi comme chiffre celui qui va s'afficher à l'instant, c'est 250 000. À quoi il correspond ce chiffre? 250 000, en fait, on a fait un petit coup de sonde au niveau de la rédaction sur la réduction des espaces de bureaux dans cette période de pandémie qui semble un peu derrière nous, mais où le télétravail s'est installé. Et on constate que d'importants employeurs comme la SNCB, Proximus, Bipost, Engie, BNP Paribas Fortis et KBC ont supprimé ensemble 250 000 mètres carrés de bureaux. J'ai dès lors une question pour vous, mais est-ce que vous le constatez aussi dans le day-to-day et dans votre activité? Alors, très honnêtement, en fait, vous l'avez un petit peu évoqué, donc chez les gros employeurs bruxellois qui ont beaucoup de bureaux à Bruxelles, il va y avoir un impact, et vous l'avez cité. Il se trouve que, par chance, on a quand même un portefeuille qui est assez diversifié, et notamment, le segment des bureaux, chez nous, ne représente pas la majorité de nos prestations. On parlait tout à l'heure de nettoyage de bureaux. Oui. C'est évidemment facile à comprendre, tout le monde comprend, mais il se trouve qu'on est aussi dans du nettoyage, comme vous l'avez montré, des hôpitaux, et aussi des surfaces commerciales, des surfaces industrielles. Et donc, tout ça fait que, quelque part, le bureau nous représente un segment d'à peu près 15-20% au maximum de notre activité. Donc, ça ne vous effraie pas trop? Non, parce qu'en fait, on pense qu'il va y avoir une opportunité, parce que, comme vous l'avez peut-être vu dans le reportage, normalement, la tendance va être que la demande de services va évoluer également. C'est-à-dire que, puisqu'on va parler de plus en plus de télétravail et de mixité, enfin de travail hybride, le but du bureau va plus être simplement d'avoir un poste de travail auquel chacun s'attelle tous les matins, mais ce serait plutôt un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de formation. Et en conséquence, l'utilité, l'usage des surfaces de bureau va évoluer aussi. Et donc, on aura d'autres types de services qui vont être demandés par les clients. Ça vous demande d'être plus smart aujourd'hui dans la manière dont vous fonctionnez, d'être plus précis dans la granularité des services? Alors, précisément... Smart, digital, quoi. Ça, c'est le grand poste d'investissement qu'on a fait ces dernières années. C'était justement de la digitalisation et d'arriver à ce que, en fait, on puisse être de plus en plus connecté avec nos opérateurs, connecté aussi avec nos clients. Et donc, le but, comme on l'a dit dans le reportage, c'est précisément de capter quand il y a des présences ou des absences au bureau et d'adapter, en fait, le programme de nettoyage notamment, mais aussi les programmes des fonctions qu'on doit amener à l'entreprise ou au client en question, de pouvoir le moduler en fonction de la présence et en fonction de l'utilisation des locaux. Et vous êtes prêt avec cette technologie-là aujourd'hui?
Ou elle est en devenir? On est prêt. Okay. Maintenant, je pense qu'on doit juste attendre que le marché réagisse comme on l'espère, en tout cas. Alors, une image d'actualité à présent, messieurs. Actiris, qui a ouvert un guichet spécial avec des interprètes pour aider les réfugiés ukrainiens dans leur recherche d'emploi. Alors, plus de 500 personnes se sont actuellement inscrites via ce service. Un nombre qui ne cesse d'augmenter. Patrick Janssens, l'inclusion en entreprise, j'imagine que ça vous parle? Alors, on connaît bien, et en fait, je dirais, je peux même dire que la diversité, quelque part, a sauvé une partie de l'économie, une partie des métiers associés justement à ce qu'on appelle le facility management. Il y a beaucoup de métiers qui demandent peu de qualification et qui demandent en revanche des muscles et une force de travail. Et grâce à la diversité, grâce au fait qu'il y a une population qui parfois est assez fragilisée d'ailleurs, mais qui a envie de travailler, grâce à ces personnes-là, nos métiers sont soutenus de manière durable. Imaginons qu'on n'accepte pas la diversité à Bruxelles en tant qu'employeur, je peux vous dire qu'on n'existait plus. C'est d'ailleurs une chance que vous soyez actif à Bruxelles, parce que ce type de profil est particulièrement présent au sein de la région. Alors voilà, je regardais justement les statistiques encore récemment, on voit que dans la population bruxelloise, entre 18 et 60 ans, il y a plus de 60% de personnes qui sont d'origine étrangère. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pas belges, mais ils sont d'origine étrangère. Et donc ces personnes-là, on les retrouve dans les nationalités chez Iris, puisqu'on a plus de 70 nationalités chez Iris différentes. Mais la démarche d'employer des réfugiés, c'est quand même particulier. Une démarche que vous avez tentée il y a quelques années. Vous avez accueilli chez Iris des réfugiés afghans. Quelles leçons retenez-vous et où est-ce que ça en est ce projet? Et est-ce que vous êtes aussi prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens, par exemple? Alors d'abord, on est tout à fait prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens, donc ça c'est clair, on l'a d'ailleurs publié sur notre site internet. Et puis deuxièmement, concernant la superbe expérience qu'on a eue avec les réfugiés afghans qu'on a mis au travail, on avait donc créé 12, on parlait de 12 personnes, et actuellement il y a toujours 10 personnes qui ont des contrats à durée indéterminée, et qui font des travaux très spécialisés. On parlait tout à l'heure d'anticorrosion, et donc ce sont des personnes qui travaillent en hauteur et qui ont eu donc des formations d'alpinistes pour pouvoir travailler en hauteur et faire des travaux en hauteur. Formation que vous avez fournie, vous? Alors, qu'on a orchestré, ça c'est important de le souligner. Donc on a eu une collaboration, et je pense que c'est la clé du succès, avec évidemment les professionnels. Et en l'occurrence, il y a eu une excellente collaboration avec le VDAB, et il y a eu aussi une collaboration avec une ASBL qui s'appelait Rising Youth, qui en fait mettait la logistique à disposition des sociétés pour pouvoir nous aider, nous accompagner à gérer une population qui, a fortiori, ne parle évidemment pas français, ni anglais, ni même, évidemment, néerlandais. Une question peut-être au niveau des jeunes. On entend beaucoup la nouvelle génération qui a envie qu'on lui parle de mission, d'objectifs sociétaux, environnementaux, même de gouvernance. Aujourd'hui, c'est facile d'attirer des jeunes dans une entreprise comme Iris. Quel est votre regard là-dessus? Alors, on a encore du travail. On a du travail parce qu'on est dans des métiers qui ne sont pas toujours très sexy. Voilà, c'est comme ça. En revanche, on a un rôle qui est superbe, parce qu'on parlait tout à l'heure de population fragilisée. Je peux vous dire que dans la population d'Iris, il y a quand même une grande partie de personnes qui n'ont pas toujours un diplôme, qui n'ont pas toujours la bonne connaissance des langues, et on a de nombreux cas d'ouvriers qui ont un travail régulier et qui donc peuvent permettre de s'inclure dans la société de manière durable. Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est le bouche à oreille, c'est-à-dire des employés qui sont contents de la situation, qui parlent à des amis autour d'eux, ou alors vous avez d'autres techniques, vous collaborez peut-être avec Actiris pour trouver des gens? Comment vous fonctionnez? Alors, pour le moment, le bouche à oreille fonctionne très bien, mais c'est sûr que ce n'est pas l'avenir. Et donc, on est en train d'accentuer notre présence sur les médias sociaux. Et ça, c'est en train, on voit bien que sur Facebook et même sur TikTok, on est en train de réfchir à le faire parce que c'est incroyable, mais ça marche très bien. On va vous voir danser prochainement sur l'application. Ça, c'est pas pour demain. Enfin, quoique. Mais à vous entendre, Actiris, vous n'avez pas naturellement vers ce genre d'organisme? Alors, je fais passer un petit message. Oui, je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'on travaille pas mieux avec Actiris. Où est-ce que ça coince? En fait, je pense qu'à l'origine, il se trouve que le bouche à oreille marche très très bien sur Bruxelles. Et donc, on n'a pas tellement de soucis de recrutement à Bruxelles pour des métiers peu qualifiés. Pour les métiers qualifiés, c'est très compliqué. Vous pensez à quoi? Donc, des informaticiens. Si je parle de métiers... Ah oui, général, oui, pas spécialement... Oui.
Et même à la limite des techniciens de maintenance dans l'HVAC, donc dans tout ce qui est conditionné, c'est très compliqué de trouver pour le moment donc des là, techniciens. Il y a un appel que vous lancez Absolument. en parallèle. On va conclure avec un chapitre, évidemment, qui vous intéresse, c'est évidemment le coût de l'énergie. On a vu vos jardiniers à l'œuvre, et ces jardiniers, ils m'ont confié faire des kilomètres pour assurer les chantiers. L'augmentation du coût de l'essence, tous ces frais supplémentaires, quel impact ça a aujourd'hui sur votre entreprise et puis sur vos clients, in fine? Alors, je ne vous cache pas que début 2022 n'a pas été une année très amusante, dans le sens où, effectivement, on a vu tous ces coûts monter de manière spectaculaire. Et comme vous l'avez bien fait comprendre, on va pouvoir répercuter un jour ces coûts vers le client. Ça, c'est un processus qui est assez complexe parce qu'on a beaucoup de formes de contrats complètement différents et donc on doit gérer toute une logistique commerciale pour pouvoir justement répercuter l'augmentation des coûts chez nos clients et on le fait de la manière la plus adéquate. Puisqu'on ne veut pas non plus se trouver dans des situations compliquées avec des clients qu'on respecte aussi et on comprend bien qu'on a tous un problème. Vous avez une oreille attentive de leur part parce qu'ils comprennent la situation ou quel est un peu le sentiment que vous avez? Je dois dire que pour le moment, on a plutôt une oreille attentive. Oui. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de clients qui nous est interdit de parler d'inflation et d'indexation. Vous êtes entrepreneur, entrepreneur familial. Comment aujourd'hui vous gérez cette situation? Ça vous force à être inventif, à devoir innover dans votre manière de fonctionner? Alors, la première chose, c'est que, comme je l'ai dit, il faut mettre en place une logistique pour gérer les types de contrats et arriver à répercuter le mieux possible cette indexation. L'autre chose, c'est que, de nouveau, la digitalisation va nous permettre peut-être de trouver des solutions qui sont plus originales. Et notamment, on a mis des applications pour des ouvriers qui font des tournées sur différents sites, donc des prestations... Parfois, ça peut être 7 ou 8 sites sur la même journée sur laquelle l'ouvrier doit intervenir. Et qui gère à distance. Et qu'on gère à distance. Oui, c'est-à-dire qu'on lui met donc une application qui permet d'enregistrer son routing, un peu comme des c'est un peu le Uber de l'application Uber pour vos chauffeurs. Oui, sauf qu'ils font la prestation. Donc, ils font la prestation, mais simplement, ils ont Waze dans l'application et ils ont également une solution optimale pour gérer donc les trajets et pour en fait diminuer les consommations. Messieurs, c'est déjà le moment d'achever cette émission. Ça a été passionnant en tout cas de vous entendre tous les deux discuter de ces challenges relevés par des entreprises comme la vôtre. Merci à vous aussi de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouveau Big Boss. À bientôt.